Personne n'avait remarqué les mains tremblantes de George Miller lorsqu'il signait les papiers à la casse. Le moteur était mort, le pare-brise fissuré, les sièges déchirés, mais c'était la dernière chose que sa femme avait touchée. George n'avait besoin que d'assez d'argent pour acheter un billet de train afin de faire sortir sa fille Emily de la ville avant que les recouvreurs de dettes ne saisissent leur maison. Au moment où la chaîne de remorquage s'enroulait autour du pare-choc, une limousine noire s'arrêta. Vivian Carter en descendit, examina le numéro de châssis et prononça 5 mots qui changèrent tout. « Je l'achète. 1 million de dollars. » Mais 12 heures plus tôt, George Miller était un homme différent. Pas encore brisé. Pas encore assez désespéré pour vendre le souvenir de sa femme défunte contre le prix d'un billet de train. George avait 39 ans, bien que son visage porte le poids de 50 ans. Des rides creusaient les coins de ses yeux à force de plisser les paupières sur des pièces de moteur sous des lumières fluorescentes pendant 20 ans. Ses mains étaient perpétuellement tachées d'huile moteur, du genre qui ne part pas, peu importe combien on frotte. Il vivait dans une maison en location à la lisière et de la ville, le genre de quartier où les avis d'expulsion apparaissaient plus souvent que les cartes d'anniversaire. Il était mécanicien de métier, ou l'avait été avant la liste noire, avant l'accident, avant que tout ne s'effondre. Il y avait eu un temps où le nom de George Miller signifiait quelque chose dans les cercles automobiles. Il avait conçu une modification d'efficacité énergétique qui avait attiré l'attention des grands constructeurs. Puis on lui avait fait signer des papiers qui avaient transformé ces innovations en leur propriété. Puis on l'avait poussé dehors. Puis on s'était assuré que personne d'autre ne l'embauche. Sa fille Emily avait 8 ans, petite pour son âge, mais vive comme une attaque. Elle avait les yeux sombres de sa mère et le menton obstiné de son père, et une façon d'observer le monde qui la faisait paraître plus âgée. Elle avait appris à ne pas demander les choses qu'il ne pouvait pas se permettre. Elle avait appris à faire semblant de ne pas entendre les disputes à travers les murs fins quand les recouvreurs appelaient. Elle avait aussi une condition médicale qui nécessitait un traitement spécialisé dans la ville à 200 km de là. Cela avait commencé par de la fatigue, puis avait progressé en épisodes où son cœur s'emballait sans raison. Le rendez-vous était prévu dans 48 heures. S'il le manquait, le docteur l'avait dit de cette façon prudente qu'ont les médecins pour annoncer de mauvaises nouvelles, la fenêtre pour une intervention efficace se fermerait. George comprenait les délais. L'avis d'expulsion collé sur sa porte d'entrée lui donnait 72 heures. Le rendez-vous médical lui en donnait 48. Le choix était simple et impossible. Sauver la maison ou sauver sa fille. Il choisit Emily. Il choisissait toujours Emily. Vivian Carter, à 42 ans, avait bâti un empire sur la précision et la ruthlessness. Elle dirigeait un conglomérat technologique spécialisé dans l'innovation automobile, le genre d'entreprise qui apparaissait dans les magazines d'affaires avec des titres sur la disruption et la vision. Ce que ces magazines ne mentionnaient pas, c'est que Vivian avait passé les 6 derniers mois à traquer une unique preuve, un véhicule prototype contenant la preuve d'espionnage corporatif, de brevets volés, et peut-être d'homicide involontaire. Ce véhicule était garé dans l'allée de George Miller, son moteur froid et mort, sa vraie valeur cachée sous des couches de rouille et de rêves brisés. Vivian avait ses raisons d'être dans cette casse. Aucune n'impliquait la charité. Les personnages secondaires s'assemblaient autour d'eux comme des pièces sur un échiquier. Ronnie Bledsoe possédait la casse, un homme dont le sourire n'atteignait jamais les yeux et dont la poignée de main donnait l'impression de toucher quelque chose de sale. Clinton Marsh travaillait pour l'agence de recouvrement de dettes, le genre d'homme qui utilisait les papiers légaux comme d'autres utilisent des coups de poing américains. Corbin était un arrangeur pour une corporation rivale, spécialisée dans la disparition de preuves et l'oubli des témoins. Il y avait aussi les autres. Ingrid Chen, l'avocate de Vivian, qui ne faisait confiance à personne et ne croyait en rien sauf aux faits vérifiables. Le docteur Sarafina Wallace, la spécialiste pédiatrique qui soit sauverait la vie d'Emily, soit verrait l'opportunité lui échapper. Bonnie Martinez, une journaliste qui traquait les malversations corporatives depuis 3 ans et était à une histoire d'un Pulitzer ou d'un procès. Tous étaient sur le point de se heurter dans une casse un matin de mardi froid. George avait tout essayé. Il avait travaillé comme manœuvre, transportant des caisses à l'entrepôt pour $12 de l'heure. Il avait fait des réparations électriques au noir pour des voisins qui payaient en espèces et en sympathie. Il avait livré pour un service de livraison jusqu'à ce que sa voiture rende enfin l'âme, calant au milieu d'une rue résidentielle. La banque n'aiderait pas. George avait appelé 2 fois, assis à la table de cuisine avec Emily qui faisait ses devoirs dans la pièce d'à côté, gardant la voix stable pendant qu'il expliquait sa situation.
La femme au téléphone avait été polie et inflexible. Pas d'extension de paiement, pas de programme pour difficulté, pas de miséricorde. Clinton Marsh avait délivré l'avis final en personne, debout sur le porche de George avec un dossier en cuir et une expression de détachement professionnel. Il avait exposé le calendrier de saisie comme un docteur discutant un diagnostic terminal. 72 heures. Puis les serrures changeraient. Puis les affaires iraient en stockage, que George ne pouvait pas se permettre. Puis la dette le suivrait, grossissant comme une tumeur. George avait fermé la porte sans un mot. Cette nuit-là, il s'était assis seul dans le garage, la main posée sur le volant de la voiture qu'il avait juré de ne jamais vendre. C'était une berline modifiée, rien de spécial à voir, mais chaque centimètre portait un souvenir. Sa femme Sarah avait été la dernière à la conduire avant l'accident. Elle était en route pour livrer des documents. Des preuves. George l'avait soupçonné, bien qu'elle ne l'ait jamais confirmé, quand ses freins avaient lâché sur une route de montagne. La police avait conclu à une défaillance mécanique. George avait appelé ça un meurtre. Mais personne n'avait écouté. On l'avait regardé avec cette pitié réservée aux veufs en deuil qui voient des conspirations dans les coïncidences. 3 ans plus tard, George s'asseyait dans cette même voiture et prenait une décision. Emily avait besoin de traitement. Emily avait besoin d'un avenir. Emily avait besoin d'un père prêt à tout. Il vendrait la voiture. Il achèterait un billet de train. Il quitterait cette ville sans se retourner. La casse ouvrait à 7 heures du matin. George arriva à 6h45. Emily silencieuse sur le siège passager. Le ciel avait la couleur du béton ancien, lourd de promesses de pluie. L'air sentait la rouille et la décomposition. Cette odeur particulière des choses réduites à leurs composants, dépouillées d'histoire et de but. Ronnie Bledsoe était déjà là, adossé à sa caravane de bureau avec une tasse de café dans une main et une cigarette dans l'autre. C'était un homme dont tout le modèle économique reposait sur le désespoir des autres. Il connaissait le regard de quelqu'un à court d'options. Il pouvait le sentir comme les requins sentent le sang dans l'eau. George expliqua ce dont il avait besoin. Ronnie fit lentement le tour de la voiture, en faisant un spectacle de l'examen. Il tapa sur le capot comme sur un cercueil, le son creux et final. Il regarda à travers le pare-brise fissuré, passant le doigt sur la toile d'araignée des fractures. Il donna un coup de pied théâtral dans le pneu crevé, puis cracha par terre à côté. La performance était délibérée. Ronnie savait que le désespoir faisait accepter moins. Plus il traînait, plus le besoin de George devenait évident, plus l'offre finale pouvait être basse. C'était une forme de cruauté qui portait le masque des affaires. Cette chose, dit Ronnie, la voix épaisse de mépris. Tu as de la chance que je ne te facture pas pour l'enlever. George garda la voix calme. J'ai juste besoin d'assez pour un billet de train. Un billet, c'est tout. Le sourire de Ronnie était une entaille sur son visage. Père célibataire, hein? Personne ne s'en soucie ici. C'est les affaires. Et les affaires disent que ta ferraille vaut le prix du métal. Prends ou laisse. George prit. Il n'avait pas le choix. Emily se tenait à quelques mètres, sa petite main touchant la poignée de la porte. George vit ses lèvres bouger dans ce qui pouvait être une prière ou un au revoir. Quand la chaîne du camion de remorquage s'enroula autour du pare-choc, Emily se détourna. George fit de même. Aucun des deux ne vit l'homme dans l'ombre près de la clôture, prenant des photos du numéro de châssis avec un appareil professionnel. Corbin essuivait cette voiture depuis 3 mois. Il baissa l'appareil et sortit son téléphone, composant un numéro en raccourci. Quand la voix répondit, Corbin dit 3 mots. Elle est là maintenant. Puis il raccrocha et attendit. La limousine apparut comme un navire noir fendant le brouillard. C'était un véhicule qui n'avait pas sa place dans ce quartier, noir brillant et impeccable contre la rouille et les taches d'huile de la casse. Quand elle s'arrêta, la porte arrière s'ouvrit et Vivian Carter en sortit. Elle portait un tailleur anthracite qui coûtait probablement plus que le loyer annuel de George. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans un style qui suggérait l'efficacité plutôt que la mode. Elle bougeait avec cette confiance qui vient de savoir exactement ce qu'on vaut et de refuser moins. Tout en elle parlait de pouvoir, exercé sans excuse. Mais Vivian ne regarda pas George d'abord. Elle regarda la voiture. Elle passa devant Ronnie sans le reconnaître, comme s'il était un meuble. Elle passa devant le conducteur du camion qui s'était arrêté en plein mouvement,
les mains encore sur les commandes du treuil. Elle passa devant Émilie, qui la fixait avec de grands yeux, cette femme qui semblait sortie d'un autre monde. Vivian s'approcha du véhicule et s'accroupit près de la porte côté conducteur, son tailleur chair touchant le béton taché d'huile sans hésitation. Ses doigts tracèrent une section spécifique du châssis juste au-dessus du puits de roue où une série de chiffres et lettres avaient été estampillés lors de la fabrication. Ce n'était pas un examen casual. C'était le mouvement précis de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle cherchait et où le trouver. Elle sortit un téléphone, photographia le code, l'envoya quelque part, attendit une réponse. Quand son téléphone vibra avec confirmation, sa posture entière changea subtilement. Elle avait trouvé ce qu'elle était venue chercher. Elle lut le code 2 fois. Puis elle se leva, épousseta ses mains et se tourna vers la foule assemblée. La transformation était complète. Elle n'était plus une femme examinant une voiture. Elle était une PDG sur le point d'acquérir un actif. « À qui appartient ce véhicule ?» demanda-t-elle. Georges avança, encore vêtu de sa veste de travail tachée d'huile d'un job d'il y a 3 mois. « C'est à moi. » Vivian l'étudia avec la même intensité qu'elle avait accordée à la voiture. « Avez-vous modifié le moteur vous-même » ? « Oui. » « Qui était la dernière personne à l'avoir conduite avant la panne » ? La gorge de Georges se serra. « Ma femme, il y a 3 ans. »« Pourquoi la vendez-vous maintenant ?»« J'ai besoin d'un billet de train. » L'expression de Vivian ne changea pas, mais quelque chose bougea dans ses yeux. Elle regarda Émilie, puis revint à Georges. « Vous ne savez pas ce que vous vendez, n'est-ce pas ?»« C'est une voiture cassée, » dit Georges. « C'est tout ce que je sais. » Vivian se tourna vers Ronnie, qui s'était transformé de prédateur en flagorneur dès l'arrivée de la limousine. « Arrêtez le processus. Je fais un achat. » Ronnie rit. Un son comme de l'huile sur du gravier. « Madame, avec tout le respect, ce tas ne vaut pas. » Vivian leva une main. Son équipe de sécurité, 2 hommes bâtis comme des bornes d'incendie en costume chair, avancèrent de la limousine. Le rire de Ronnie mourut. « Je paie $1 million, dit Vivian. Sa voix était plate, factuelle, comme si elle énonçait la météo ou lisait des chiffres sur une feuille. Virement, vérifié dans l'heure. Le véhicule sera transporté dans mon installation, scellé et examiné par mon équipe technique. Personne n'y touche sauf le personnel autorisé. La casse devint silencieuse. Même le bruit distant du broyeur sembla s'arrêter. Georges sentit le monde basculer comme si la gravité avait brièvement dysfonctionné. $1 million. Le chiffre était si grand qu'il devenait abstrait, sans sens. C'était le genre de chiffre qu'on voit dans les films ou dans les articles sur des gens dont la vie ne ressemble en rien à la vôtre. Le visage de Ronnie Bledsoe passa par une série rapide de calculs. Il offrait peut-être 3 cents à Georges pour la ferraille. Cette femme en offrait 1 million. Les mathématiques de cet écart faisaient court-circuiter son cerveau. Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson noyé à l'air. « C'est une blague, » dit Georges, la voix tremblante. « Ça doit être une blague. »« Je ne blague pas sur les affaires, monsieur Miller. » Vivian sortit son téléphone, tapa rapidement et lui montra un écran. C'était un formulaire de confirmation de virement, attendant seulement son numéro de routing bancaire et sa signature. « Je ne l'achète pas par pitié. Je l'achète parce que c'est la pièce finale d'un puzzle que je résous depuis 6 mois. » Georges regarda Émilie, qui le regardait avec ce mélange d'espoir et de peur que seuls les enfants maîtrisent vraiment. Il regarda la voiture, la dernière connexion physique à Sarah. Il regarda Vivian Carter, qui se tenait comme une statue de pouvoir corporatif au milieu d'une casse. « Quel puzzle ?» demanda-t-il. La réponse de Vivian fut précise. Il y a 3 ans, un système automobile prototype a été volé de la division recherche de mon entreprise. Ce système était installé dans exactement 3 véhicules pour des tests sur le terrain. 2 ont été récupérés et détruits. Le 3e a disparu. C'est le 3e véhicule, monsieur Miller. Et plus important, il contient un enregistreur de données black box qui prouvera qui l'a volé, qui l'a saboté, et qui est responsable d'au moins un mort. Georges sentit ses jambes faiblir. « Ma femme ?» « Possiblement, » dit Vivian. « C'est ce que les données nous diront. » De l'autre côté de la casse, partiellement caché derrière un tas de voitures écrasées, Corbin était déjà au téléphone. Carter est là. Elle achète le véhicule.
Il faut agir ce soir. La voix à l'autre bout posa une question. Je m'en fous comment, dit Corbin. Scellez-le. Brûlez-le. Peu importe. Il ne doit pas quitter cette ville avec ses données intactes. L'offre de Vivian était posée comme une grenade vivante. 1 million de dollars. Plus d'argent que George n'en avait vu de sa vie. Plus que son père n'en avait gagné en une carrière. Plus qu'il n'avait imaginé toucher, encore moins posséder. Assez pour payer la dette, sauver la maison, obtenir le traitement d'Emily, et encore avoir un avenir. Peut-être même assez pour ouvrir ce petit atelier de réparation dont il avait toujours rêvé avant la liste noire, avant la mort de Sarah, avant que le monde lui apprenne que les rêves étaient des luxes pour les autres. Mais il y avait des conditions. Toujours des conditions. Si je prends cet argent, dit George lentement, choisissant chaque mot comme des pierres pour traverser une rivière dangereuse, que se passe-t-il ensuite? Ingrid Chen, qui était sortie de la limousine avec une mallette qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de George, parla pour la première fois. Sa voix était précise, légale, le genre qui anticipe les questions et élimine l'ambiguïté. Le véhicule est saisi pour enquête corporative. Vous signez un accord de non-divulgation sur la technologie propriétaire. Vous vous rendez disponible pour témoignage si les procédures légales l'exigent. Vous ne parlez pas à la presse sans autorisation de notre équipe légale. Protocole standard pour acquisition de preuves. Et si je dis non, demanda George, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Il avait juste besoin de l'entendre. Vivian répondit. Ses yeux rencontrèrent les siens directement, et pour la première fois, il vit quelque chose sous le masque de PDG. Peut-être du respect. Peut-être la reconnaissance de ce que signifiait cette décision. Alors je pars. Votre voiture est ferraillée. Vous achetez votre billet de train. Emily a son rendez-vous si vous pouvez vous le permettre. Et celui qui a tué votre femme s'en tire à jamais. Les preuves sont détruites. La vérité reste enterrée. La justice devient impossible. Emily tira sur la manche de George. Sa voix était petite mais claire. Papa, tu as peur à cause de maman? George s'agenouilla à son niveau. Oui, ma puce. J'ai peur. Qu'est-ce que maman voudrait que tu fasses? George ferma les yeux. Sarah avait été courageuse. Sarah avait essayé de faire ce qui est juste quand elle est morte. Sarah aurait voulu la vérité. J'ai besoin de conditions, dit George en se relevant. Emily a son rendez-vous médical. Pas de délai, pas d'exception. L'argent va sur un compte à mon nom. Légalement propre. Et quand ça deviendra public, je pourrai raconter mon côté. Je pourrai parler de Sarah. Vivian hocha la tête une fois. D'accord. Une chose de plus, dit George. Je dois savoir ce qu'il y a sur cette black box. Je dois comprendre ce que vous cherchez vraiment. C'est juste, dit Vivian. La black box montrera des modifications de code non autorisés, des logs d'accès distants, et des horodatages de sabotage du système de frein. Elle montrera que quelqu'un a piraté le véhicule de votre femme et causé l'accident. Et elle montrera exactement qui avait les codes d'accès pour le faire. George signa les papiers avec un stylo qui coûtait plus que son budget course hebdomadaire. Cette nuit-là, George et Emily rentrèrent dans une maison qui n'était plus menacée de saisie. La dette avait été payée intégralement par une entité corporative anonyme. L'avis d'expulsion avait été retiré de la porte. George s'assit à la table de cuisine, fixant son téléphone où un solde bancaire montrait des chiffres qu'il n'avait jamais imaginés. Emily dormait à l'étage, sa respiration régulière et paisible pour la première fois depuis des semaines. On frappa à la porte. George regarda l'horloge. 22h30. Il n'avait rien commandé. N'avait invité personne. Il s'approcha prudemment, regardant par le Judas. Un homme sur le porche. Quelqu'un que George ne connaissait pas. Derrière lui, une berline sombre tournait au ralenti au bord du trottoir. George n'ouvrit pas. Il cria à travers la porte, « Qui est-ce » ? Un ami d'un ami, dit l'homme. Je voulais juste discuter de votre raie sanguin. La main de George alla à son téléphone, prêt à appeler le 911. Pas intéressé, dit-il à travers la porte. Dommage, dit l'homme. Parce que mon employeur est très intéressé par cette voiture que vous venez de vendre. Assez pour vous faire une meilleure offre.
Elle est déjà vendue. Tout est négociable, monsieur Miller. Surtout quand la sécurité de votre fille est en jeu. Le sang de George se glaça. Il serra le téléphone plus fort. Si vous approchez ma fille, je... Vous quoi? La voix de l'homme était calme, presque amicale. Vous appellerez la police pour leur dire quoi? Que quelqu'un vous a proposé d'acheter quelque chose. Ce n'est pas un crime. L'homme retourna à la berline. Avant d'y monter, il ajouta, réfléchissez. Mon employeur peut être très généreux ou très gênant. La berline partit. George verrouilla toutes les portes et fenêtres. Puis il appela le numéro que Vivian lui avait donné. Elle répondit à la deuxième sonnerie. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? George expliqua. Vivian écouta sans l'interrompre. Ils réessaieront, dit-elle quand il eut fini. Corbin est persistant, mais stupide. Il vient de révéler sa carte. Que fais-je? Demain matin, vous et Émilie irez à la gare, pas pour fuir, mais pour prendre le train vers la ville pour le rendez-vous d'Émilie. Mon équipe de sécurité sera là. Corbin aussi. Et nous le prendrons sur le fait. Vous nous utilisez comme appât. J'utilise son désespoir contre lui, corrigea Vivian. Il y a une différence. Vous serez en sécurité. Je vous le promets. George ne dormit pas cette nuit-là. La gare à 8 heures du matin était bondée de commutés et voyageurs. Des gens d'affaires en costume serraient des cafés et téléphones. Des étudiants avec sacs à dos surdimensionnés naviguaient dans la foule. Les sons étaient écrasantes. Annonces résonnant sur les murs carrelés, roues de valises cliquetant sur le sol, voix superposées. George tenait fermement la main d'Émilie. Elle portait un petit sac avec un livre et son lapin en peluche, celui qu'elle avait depuis ses 3 ans. Elle ne se plaignait pas du matin Tony de la foule. Il voyait l'équipe de sécurité de Vivian positionnée stratégiquement. Un au guichet, un près de l'entrée du quai, un au stand de café. Il ne voyait pas Corbin, mais savait qu'il était là. Ils étaient à mi-chemin du quai 7 quand cela arriva. Émilie trébucha, et George se pencha pour lui rattacher sa chaussure. En ce split seconde de distraction, quelqu'un attrapa l'autre bras d'Émilie. Le contact était ferme, intentionnel, pas le bump casual d'une gare bondée, mais la prise délibérée de quelqu'un avec une intention précise. L'instinct de George s'enclencha. Pas un entraînement militaire, mais l'instinct d'un père protégeant son enfant. Il ne pensa pas. Il réagit avec l'urgence animale pure d'un parent dont l'enfant est menacé. Il tira Émilie violemment en arrière, la déséquilibrant mais l'éloignant de l'étranger. En même temps, il cria, « Quelqu'un essaie d'enlever ma fille !» Les gardes de la gare se tournèrent. L'équipe de Vivian bougea. Et Bonnie Martinez, la journaliste qui suivait l'histoire, leva sa caméra et commença à filmer. Corbin, car c'était lui, en civil mais reconnaissable de près, se figea. Une seconde, il pensa fuir. Puis il vit les caméras, les gardes, la foule de témoins. Il leva lentement les mains. Malentendu, dit-il. Je pensais qu'elle était perdue. Vous vous trompiez, dit George en serrant Émilie contre lui. Un de l'équipe de Vivian avança avec son téléphone. Sécurité de la gare, j'ai un homme qui tente d'enlèvement d'enfants. Quai 7, envoyez des agents. L'expression de Corbin passa du calcul à la panique. Vous ne pouvez rien prouver. Je peux prouver que vous harcelez mon client, dit la voix d'Ingrid. Elle apparut de la foule avec un policier déjà à ses côtés. Et je peux prouver que vous faites l'objet d'une enquête pour espionnage corporatif. Et grâce à Madame Martinez, je peux prouver que vous venez d'interférer avec un témoin. Bonnie continuait à filmer. Un commentaire, monsieur est? Voulez-vous expliquer pourquoi vous attrapez des enfants dans les gares? Corbin ne dit rien. Il savait qu'il avait perdu. La police le prit en garde à vue. George et Émilie montèrent dans le train avec escorte de sécurité. Tandis que le train quittait la gare, George regarda le quai s'éloigner. On est en sécurité maintenant, demanda Émilie. On y arrive, ma puce, dit George. On y arrive. Mais la vraie révélation attendait encore au laboratoire forensique de Vivian, où les techniciens avaient enfin ouvert la black box scellée de l'ancienne voiture de George. La black box était banale à voir. Un conteneur métallique de la taille d'un livre relié, dans un boîtier résistant aux impacts. Mais les données dedans étaient explosives.
Les techniciens avaient mis 3 jours à les extraire et vérifier, avec le soin d'archéologues excavant des artefacts fragiles. Chaque octet documenté, chaque horodatage vérifié, chaque séquence de code croisé. Les données étaient accablantes. Elles montraient tout ce que Vivian soupçonnait et pire. 3 ans plus tôt, un soir de mardi pluvieux en octobre, quelqu'un avait accédé à distance au système de contrôle du véhicule de Sarah Miller. Les logs montraient l'horodatage exact, 18h47. Sarah conduisait sur l'autoroute 12, en route pour un rendez-vous où elle devait livrer des documents à une journaliste. Le piratage était sophistiqué, mais pas invisible. L'auteur avait d'abord désactivé le système de réponse des freins, remplaçant la fonction normale par des commandes nulles. Puis verrouillé la colonne de direction via l'unité de contrôle électronique. L'accélérateur avait été overridden, réglé pour accélérer quel que soit l'appui sur la pédale. Ils avaient transformé une voiture en arme meurtrière et fait passer ça pour une défaillance mécanique. L'enquête sur l'accident avait conclu à une erreur de conduite aggravée par défaillance matérielle. Personne n'avait creusé plus loin car personne n'avait de raison de soupçonner. Les défaillances mécaniques arrivent. Les accidents sont des tragédies, pas des crimes. Mais la Black Box se souvenait de tout. La signature digitale du piratage remontait au serveur de l'entreprise de Clinton Marsh. Les codes d'autorisation correspondaient aux patterns utilisés par Corbin et. Le motif était clair. Sarah avait découvert des preuves de vol de brevets. Des preuves qui auraient détruit une fusion à 100 millions de dollars. Elle avait été réduite au silence. La voiture avait été laissée à rouiller. George avait été mis sur liste noire pour qu'il ne regarde jamais de trop près l'épave. C'était un meurtre déguisé en négligence, enveloppé de bureaucratie, scellé par des menaces. Vivian organisa une conférence de presse. Elle n'en avertit pas George d'abord. Il l'apprit quand Bonnie Martinez arriva à l'hôpital où Emily recevait son traitement, demandant une interview. Emily était dans sa chambre, endormie après la sédation de l'intervention. Le docteur dit que ça s'était bien passé. Une semaine de plus, et les dommages auraient pu être permanents. George avait passé l'heure précédente au chevet, regardant sa poitrine monter et descendre. Quand Bonnie arriva, il refusa presque, mais elle lui montra son téléphone où la conférence de Vivian faisait déjà les gros titres. Les grands réseaux la reprenaient. « Vous auriez pu me prévenir », dit George à Vivian quand elle arriva 20 minutes plus tard. « J'aurais pu », admit Vivian. « Mais vous aviez besoin d'une dénégation plausible. Si je vous l'avais dit, ils auraient clamé une collusion. Ainsi, vous êtes le mari en deuil qui découvre la vérité, ce qui est exact. » La conférence avait été brutale et efficace. Vivian présenta les preuves techniques, logs de données, code d'accès, corrélation d'horodatage. Ingrid présenta la documentation légale. Bonnie présenta sa vidéo de Corbin à la gare. Et George, au podium avec Emily à ses côtés, présenta ce que les autres ne pouvaient pas, le coup humain. « Ma femme est morte parce qu'elle a essayé de faire ce qui est juste », dit George dans le micro. Et j'ai failli perdre ma fille parce que je ne savais pas ce que je vendais dans une casse. Mais maintenant nous savons. Tout le monde sait. Les questions fusèrent, rapides et agressives. George y répondit toutes. Quand on demanda ce qu'il comptait faire de l'argent, il dit : payer le traitement de ma fille. Réparer ma maison. Peut-être ouvrir un petit atelier. Vivre une vie tranquille. Vous ne voulez pas de vengeance ? George regarda le reporter. Je veux la justice. Il y a une différence. La vengeance, c'est ce qu'ils ont fait à Sarah. La justice, c'est ce qui vient ensuite. Clinton Marsh fut arrêté. 3 jours plus tard, Corbin passa un accord et témoigna contre les cadres qui avaient commandité le coup. La fusion s'effondra. 3 corporations firent face à des enquêtes fédérales, et un design de prototype volé fut rendu à ses brevets légitimes. Vivian n'en sortit pas indemne. L'enquête révéla qu'elle avait ignoré des alertes précoces sur le vol de brevets car focalisées sur les résultats trimestriels. Elle aurait pu prévenir la mort de Sarah si elle avait agi plus tôt. Elle l'admit à une assemblée d'actionnaires. Elle s'excusa publiquement. Elle créa un fonds pour les lanceurs d'alerte et leurs familles. Elle restructura la division éthique de son entreprise avec une supervision indépendante. Ce n'était pas une rédemption, mais une responsabilité. 6 semaines après avoir vendu sa voiture, George se tenait dans le garage de sa maison nouvellement rénovée.
Les rénovations étaient modestes, réparer le toit qui fuyait, remplacer les fenêtres qui ne fermaient pas, mettre à jour l'électricité à un orage de prendre feu. Le genre de réparation qui font d'une maison un foyer plutôt qu'un abri temporaire menacé d'expulsion. Émilie était à l'étage, en bonne santé et énergique, faisant ses devoirs et se plaignant des fractions avec cette frustration ordinaire qui était un cadeau après des mois de crise médicale. Les docteurs étaient optimistes, plus qu'optimistes. Ils parlaient de rétablissement complet, d'enfance normale, d'absence de complications à long terme. Émilie aurait besoin de suivi, de monitoring régulier, mais l'urgence était passée. La crise était finie. Georges construisait quelque chose de nouveau. Pas une voiture, mais un petit établi où il pourrait apprendre à Émilie les bases de la mécanique quand elle serait prête. Comment utiliser les outils en sécurité? Comment comprendre ce qui fait fonctionner les moteurs? Comment réparer plutôt que jeter? Sarah aurait aimé ça. Sarah croyait à comprendre comment les choses marchent, à ne pas accepter les réponses faciles, à regarder sous la surface pour trouver la vérité. L'ancienne voiture, celle qui avait tout déclenché, n'avait pas été ferraillée finalement. Vivian l'avait fait restaurer, pas en état de marche, mais en qualité musée. Des restaurateurs professionnels avaient nettoyé chaque surface, stabilisé chaque composant, préservé exactement comme le matin où Georges l'avait vendue. Elle était maintenant exposée au siège de l'entreprise dans une vitrine climatisée avec une plaque, vendue pour un billet de train. Rachetée pour la vérité. La plaque incluait un second paragraphe en plus petit, l'histoire complète, le nom de Sarah Miller, l'enquête, les condamnations, les réformes qui suivirent. Ce n'était pas juste un mémorial. C'était une promesse que l'entreprise ne choisirait plus jamais le profit sur les gens. Georges l'avait visité une fois lors de la cérémonie d'inauguration. Il s'était tenu longtemps devant. La main d'Émilie dans la sienne pendant que les flashs crépitaient et que les reporters posaient des questions. Il avait répondu tant de fois que c'était devenu un script. « Ça te rend triste, papa ?» avait demandé Émilie quand la cérémonie finit et que la foule s'éclaircit, et qu'ils étaient seuls devant la vitrine. Un peu, avait admis Georges, car il s'était promis de ne jamais lui mentir sur les choses importantes. Mais surtout, ça me rend fier. Ta maman a fait quelque chose de courageux. Elle a essayé d'empêcher des gens de faire du mal, et nous avons fini ce qu'elle avait commencé. Nous avons fait sortir la vérité. Ça compte. Dans son garage, Georges entendit une voiture arriver. Il regarda, la limousine de Vivian. Elle en sortit avec un dossier. « Monsieur Miller » dit-elle formellement. « Madame Carter » répondit-il avec la même formalité. Puis il sourit et la formalité tomba. « Qu'est-ce qui vous amène » demanda Georges. Vivian leva le dossier. « Une offre d'emploi. Ma nouvelle division éthique a besoin d'un consultant technique. Quelqu'un qui comprend ce que signifie faire le bien quand ça coûte tout. Quelqu'un qui sait repérer les malversations corporatives de l'intérieur. » Georges prit le dossier sans l'ouvrir. « Je ne cherche pas à être un lanceur d'alerte corporatif. »« Je ne vous le demande pas, » dit Vivian. « Je vous demande de m'aider à bâtir un système où des gens comme Sarah n'ont pas à être des martyrs. Où faire le bien ne coûte pas la vie ou les moyens de subsistance. » Georges réfléchit. « Je dois garder mon atelier. Travailler de mes mains. Consultation. 20 heures par mois. Je fixe l'horaire et Émilie passe toujours en premier. Toujours. » Vivian accepta. Georges ouvrit le dossier. Le salaire était généreux mais pas excessif. Les termes clairs. La mission simple, s'assurer que l'entreprise ne choisisse plus jamais le profit sur les gens. « J'y penserai » dit Georges. « D'accord. » Vivian se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, monsieur Miller. Je suis désolé. J'aurais dû écouter il y a 3 ans. J'aurais dû enquêter. J'aurais dû protéger votre femme. » « Vous ne la connaissiez pas » dit Georges doucement. « Non » dit Vivian. « Mais je connaissais les signes d'alerte, et je les ai ignorés. C'est ma faute. » Elle partit. Georges resta dans son garage, tenant une offre qui lui permettrait d'honorer la mémoire de Sarah en empêchant d'autres familles de souffrir la même perte. Il pensa à la voiture cassée dans la casse, au billet de train qu'il avait failli acheter, au choix de vendre un souvenir pour survivre. Au final, ce choix avait sauvé plus que la vie de sa fille. Il avait exposé une conspiration. Il avait apporté la justice.
Il avait transformé de la ferraille en quelque chose de précieux. La vérité. George rentra où Emily dressait la table pour le dîner. Elle avait cuisiné des pâtes, avec un succès relatif et seulement de légers dégâts fumant en cuisine. « Papa, dit-elle, quand je serai grande, je veux être comme maman. » George la serra fort. « Alors tu le es déjà à moitié. » Dehors, le soleil se couchait sur un quartier qui ne ressemblait plus à un piège. La maison était payée. Les dettes réglées. L'avenir incertain, mais possible. Et dans un musée en ville, une voiture cassée trônait sous des lumières calibrées, son numéro de châssis visible, son histoire préservée. Un rappel que parfois les choses qu'on croit sans valeur portent le poids de tout ce qui compte. Parfois on vend une voiture pour un billet de train. Parfois une milliardaire voit ce que les autres manquent. Et parfois la justice coûte exactement $1 million et le courage d'un père.